11h midi, tous les mercredis, Wayo Talent, avec Zakaria et Eric. Bonjour à toutes, bonjour toute la Réunion et bienvenue pour cette 11e numéro de Wayo Talent, en compagnie toujours de nos invités. Wayo Talent, comme vous y connaissez, tous les mercredis maintenant, c'est un rendez-vous incontournable de 11h à midi, notamment en direct des studios de Capital. Et tu peux regarder aussi notamment sur Facebook et sur la page de Capital FM Réunion. Aujourd'hui, nous reçoit des invités, comme d'habitude, et aussi avec la collaboration de notre consultant international, qui cartonne, paraît-il, le vendredi. Bonjour, Éric Jean-Pierre. Bonjour, bonjour. Très heureux de nous retrouver aujourd'hui sur les ondes de Capital FM, 90.2 sur la région Nord, et puis, comme tu le disais, sur le live Facebook, avec des invités qui vont nous apporter encore un enrichissement culturel. Aujourd'hui, on est bien garni, effectivement. On a sur le plateau deux psychologues et un poète philosophe, on va dire. Monsieur Galva, bonjour. On commence par toi. Bonjour, monsieur Galva. Bonjour. Alors, j'appelle au Galva. Oui, Galva. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut à toi. La Réunion. Bonjour. Alors, on vient aujourd'hui pour présenter-nous un petit peu le dernier projet. Les dés en sont jetés. Aléa Jacques Taès, comme il dit. On parlera un petit peu de tout ça dans quelques instants. Oui. Marie-Claude Barbin, bonjour. Bonjour. Bonjour Marie-Claude, vous allez bien? Oui, bien, vous merci. Bien. Donc Marie-Claude, il vient aujourd'hui pour un livre, le dernier, Nouvelles de la Réunion et d'ailleurs. Oui, ça. Donc un passage très très important d'écriture, notamment en termes de nouvelles. On parlera un petit peu de ça tout à l'heure, notamment par rapport aux autres livres que tu as écrits. Et avec nous également Alexandrine Savoury. Bonjour Alexandrine. Bonjour. Bonjour. Content reçoit où? On est content d'être là. Voilà. Et qui va parler tout à l'heure des 12 travaux d'Hercule notamment. C'est ça, bon voilà. capot en créole. Voilà, bravo. Alors, nous allons commencer. Galva, de mon idée, où est atypique? Ça veut dire ça. Galva, qu'est-ce que ça veut dire en général? À cause Galva. Galva, c'est. Le G, c'est le genre. Le G, c'est le genre, le A, africain. Le L, libéré, le V de la vérité, et le A, approuvé. Et j'aime bien dire, la vérité est approuvée, elle est pérennisée de par nature et pour le futur. Ce sera mon nature de dealer la vérité, la vérité. Alors, nous l'a affaire là, véritablement, un jongleur de mots. Alors, on dit toujours que notre peuple sans couleur n'a point de la valeur. Ça, c'est un projet où on l'a développé notamment, il appelle notre calendrier. Et on fait un rapprochement entre, pour nous, c'est le drapeau de la Suède. Donc ça, c'est un peu bizarre. Oui, après, maintenant, quand je regarde le drapeau qu'on me propose, le drapeau réunionnais, moi, bleu et jaune, et voilà, la Suède, c'est mon vision. Après, nous les dans le côté africain, la Réunion. Et c'est noir, rouge, vert. Pourquoi? C'est mon pensée. Pourquoi noir, rouge, vert? Noir, la couleur, notre couleur. Rouge, la couleur, le sang. Et vert, la couleur, l'espérance. Et mi-espère, la tolérance à la suite de ça. Et donc on dit, peuple sans couleur n'a point de valeur. Voilà, un peuple sans couleur reste toujours à terre, toujours derrière. Il a même pas le plan pour son carrière. Voilà, on dit toujours aussi, on présente à haut comme quelqu'un vient de l'Est. Je suis un homme de l'Est, oui. Le fier, cette fierté notamment de ce territoire sur lequel effectivement on a quand même beaucoup de talent, mais très peu d'espace d'expression, on va dire. Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais. Alors, l'Est, oui, c'est parce que moi, je suis né dans l'Est. Et mener une vie, je ne connais pas le mot, l'Est, la même où la pluie tombe si souvent, un petit bout, la même où la pluie tombe si souvent, la même où le soleil se lève tout doucement, la même où le vent souffle si souvent dans la même direction, c'est l'Est. Je suis un homme de l'Est. La pluie pour laver nos esprits, le soleil pour nous réchauffer la vie, et le vent qui si souvent souffle dans la même direction, le vent portera mes paroles tout autour de mon île, sans parabole, c'est mon idylle. Donc après, derrière ça, c'est grand. Oui. Donc aujourd'hui, effectivement, on est revenu à La Réunion, on a fait un passage par la France notamment.
Et vous l'avez été footballeur aussi, pareil. Oui, footballeur, pas professionnel, amateur. Et côtoyer quelques bandes des 4. Après, arrivé dans la région parisienne, DHR. Et voilà quoi. Et ça fait, c'est vieux ça, hein. Ça date de. Ça fait combien 21 ans que je suis revenu. Ça date de 75, 73 à 75. À peu près. Alors en quoi ce séjour en métropole t'a enrichi pour pouvoir promouvoir la culture à La Réunion? En fait, c'est. Non, ça. Oui. Oui, micro, c'est vrai, je suis pas habitué. En fait, oui, il y a un enjeu quand même, c'est vrai. J'ai pas été à l'école ici. Je sais. J'étais jusqu'à CM2 parce que je refusais. J'étais pas d'accord avec tout ce qu'on m'apprenait, la Saint-Gétorix et machin, les trucs. J'étais pas d'accord. Je me disais, moi, il me suffit de savoir écrire mon nom, savoir compter mon argent, et je pourrais vivre. Et quand je suis à la métropole, j'ai vu la différence tout de suite. C'est-à-dire que moi, ici, j'étais à Villain-Caf, ça fait là, et tout un tas de trucs. Et avec la métropole, j'étais devenu, je sais pas possible. Et j'ai dit, ben, c'est le moment d'aller à l'école, ici, dans la vie. Et j'ai rencontré, oui, il va arriver à ça, je pense, j'ai rencontré mon épouse, mon ex-épouse qui est décédée. Et elle m'a amené dans les chemins pour apprendre un peu à m'en sortir au niveau français et tout ça. Mais en fait, ce qui m'est arrivé, c'est le retour. Là, je suis allé voir un ami d'enfance. Il m'a dit, je ne te connais pas. Je ne connais pas ta mère. Je ne connais pas personne de ta famille. Or que ma mère était jardinière. Je ne vais pas dire le nom des gens parce que ça ne se fait pas. Ma mère était jardinière. Moi, je prenais des coups quand on jouait et qui tombait. Et voilà. Et il était dans les jupons de ma mère comme moi, quoi. Et quand j'arrive, il me dit, je ne te connais pas, je connais personne de toi et tout. Bon. Je me suis dit, je voulais repartir en fait. Hein. Je me suis dit, tu repars pas, tu restes et tu vas dire ce que tu sais. Et c'est ça qui t'a amené à l'écriture, à la réflexion. Plutôt la réflexion, mais pas l'écriture. Parce que oui, tu n'écris pas, mais tu dis. Voilà, j'ai du mal à écrire. Voilà. Galva, quand effectivement on fait quelques petites recherches sur ton parcours, et là, sur quoi m'y tombe Galva, le père de Blacko. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Blacko qui est connu, qui a fait quand même des millions de vues sur YouTube. Et donc effectivement, on parlait de ton ex-femme tout à l'heure. C'est effectivement la mère de Blacko. La mère de Carl Junior. Voilà, Carl Appella. Junior. Donc il dit souvent, la famille Appella, on a un petit mot là-dessus pour dire... Non, c'est marrant. C'est que ce nom et les prénoms, c'est-à-dire, oui, Carl souvent appelle Camille, c'est mes deux prénoms, pour lui dire remets-toi en question à chaque fois. C'est mes deux prénoms. Hein. Carl appelle Camille, de temps en temps c'est Camille qui appelle Carl, qui dit remets-toi en question, ça va pas. Bon, c'est des jeux de mots que tu veux. Oui, après lui, c'est pas pareil, c'était du rap. Je savais même pas. Je l'avais emmené dans le football. Football, il a lâché parce que papa était trop exigeant. C'est pas honte de le dire. Je me disais, il va peut-être pouvoir y arriver si je lui donne ça, ça et ça. Et à un moment, monsieur Foulquier qui appelle, qui dit ils ont besoin de ces jeunes-là pour faire La Rochelle. Et tout le monde me disait, à Sarcelles, tu vois là-bas, tu vas voir, il y a un petit noir, là, bombarde et tout, mais je ne savais pas qui c'était. Excuse-moi. Et après, voilà. Oui, Carl Appella Junior, qui justement faisait partie du groupe Sniper, ouais. Et qui a cartonné hein, cet album américain. Absolument. Ouais. Et on voit en fait que le talent est peut-être génétique. Là. Voilà, exactement. Vous les fiers de lire aujourd'hui? Très fier. Mais attention, les gens, nous, comme je disais tout à l'heure, moi je suis fier de mon fils, je suis fier de ma fille aussi, j'ai une fille aussi. Hein. Je suis fier de mes petits-enfants aussi, je suis fier y a pas, ça passe. Hein. Mais son côté artiste, l'artiste, chacun son truc. Moi je suis fier de mon enfant, c'est mon enfant, il n'y a pas de problème. Ma mère est arrivée en métropole, parce que c'est une histoire longue, hein, il y a le temps à tout le monde. Elle a vu naître ma fille. Elle est arrivée 2 jours après. Mon fils, elle ne l'a pas vu. Elle l'a vu 10 ans après. Et il lui a fait ça. Voilà le plus grand de nous tous. Moi j'étais assis à table, je fais le plus grand de nous tous. Et ça s'est fait. Je suis pour rien. Ça s'est fait. Et il a emmené mon nom en Chine, au Japon, partout, le monde entier. Tout le monde connaît le nom Appella. Je suis content pour ça. Après moi, je dois faire mon prénom maintenant. C'est le contraire de tous les trucs. D'abord on dit père et fils. Nous, c'est fils et père, à l'envers.
D'accord, on y reviendra un petit Oui, moment voilà. sur toute cette histoire et effectivement ton parcours. Nous on a aussi avec nous aujourd'hui Alexandrine. Alexandrine, tu connais ce maître des mots, si on peut dire ça comme ça. Nous, on a l'habitude aussi de raconter, notamment racontage d'histoire, au-delà du fait qu'on soit psychologue à la MDPH, où il est aussi conteuse. Et en ce moment, tout ça a commencé aussi avec une rencontre, notamment avec Suzelle Cuvelier. Oui. Ouais. Et notamment sur cette richesse de langue maternelle. Comment on a découvert ça? En fait, oui, il a commencé la réactiver avec cette rencontre avec Suzelle Cuvelier. Il a commencé tant petit. Moi, comme t'es petit, mon thé raconte à moi des histoires dans la case en bois sous tôle. Et t'es raconte à moi bon peu bonnes histoires, Tijan, tout ça là. Et après, elle a fait mon banc d'études, m'a parti en France pour faire mon banc d'études de psycho. Et quand m'a reni la Réunion, et après, comme beaucoup de monde m'imagine quand il est ça en France, c'est là d'un coup qu'on découvre que les Réunionnais. Je ne connais pas si de monde a ce phénomène-là, mais moi, c'était là que m'a découvert que m'était yam Daniel Waro, c'est là que m'était cause créole comme jamais, que m'avait besoin d'écrire créole et tout ça. Et comme elle a reni la Réunion, on est parti à la médiathèque Sainte-Marie là-bas. Et la médiathèque Sainte-Marie, il avait Suzelle Cuvelier que te raconte des histoires avec une poésie de la langue créole que m'était connais plus que t'es comme ça. Elle a créé chez moi une émotion très forte et m'a dit, il n'est pas possible, mais il veut apprendre à faire ça aussi. Et il tombe bien, parce que nous pouvons apprendre à faire ça ici, avec une formation qui est financée par l'UDIR et la région. Il appelle formation raconteur d'histoire. À l'époque, il y avait Gramoun Honoré qui était dedans, Sully Andoche, Annie Gronda. Et du coup, ma partie fait cette formation-là et pour apprendre un peu, découvrir toutes bonnes histoires-là. Et depuis ce temps-là, ma commence passionne à moi pour comment il écrit créole, comment transmettre cette poésie-là avec des textes ou avec l'oralité. Alors ça, c'était en 2009, si je ne me trompe. Oui, c'était ça même. Et le fait, toi aussi, je vais te poser la même question qu'à Galva. Tu es allé en métropole, mais tu avais déjà un vécu réunionnais, tu étais de Maprine, on a détruit ce quartier pour pouvoir faire l'extension de l'aéroport. Et tout ça, est-ce que ça enrichit ta volonté culturelle Est-ce que c'est comme ça que tu as réalisé, en fin de compte, que tu avais une histoire? Oui, mais parce qu'en fait, ce qui est bizarre, mais après peut-être pour un bon peu de monde de ma périne, c'est que quand on vient d'un quartier comme ça, on m'y croit qu'on ne réalise pas qu'on est dans quelque chose de particulier. C'est-à-dire que finalement, on ne vit pas comme tout le monde, en fait. Mais imagine aussi de monde qui sort de bon quartier, bon bidonville, le port, etc. Et après, quand on grandit, on voit un coup de ça avec un recul, on dit « Ah, ok, d'accord, ok, elle n'était pas rien. » Et malgré tout, la partie fait des études, ce qui est, on fait mentir un peu bonne statistique. Et là, on rencontre à qu'on évolue dans des milieux qui ne correspondent plus vraiment. Enfin, il y a vraiment des affaires bizarres qui se passent sur ce plan-là. Et après, du coup, d'ailleurs, par rapport à ça, il y a un projet d'écriture de l'histoire de mon grand-mère que j'aimerais vraiment mettre en place cette année. Et de spectacle, en fait, autour de ma périne, parce que là, maintenant, il fait 20 ans, ce quartier-là, elle a été fait une vingtaine d'années qu'elle a été rasée, qui n'existe plus, et que du coup, tout le monde y connaît, parce que tout le monde y prend l'avion à La Réunion, donc tout le monde y connaît d'où ça m'y sorte. Et il m'avait vraiment envie de raconter ça et de rendre hommage à mon grand-mère qui dit à vivre toute sa vie dans un cours où ça avait son bonne poule, son bonne tout ça, et que comme tout le monde, en fait, qui connaît un espèce déracinement, on finit dans un cité immeuble en béton, où ça, on n'a plus ça. Donc non seulement on n'est plus là, où ça, où t'es dans haute terre, mais en plus, on n'est plus du tout dans le même mode de vie. Quand bien même il dit que la modernité, ce que m'y conteste pas, mais Nana Azafé, elle est compliquée là-dedans. Et est-ce que c'est ça qui t'a poussé à faire des études de psychologie? Risquable, mais tu ne connais pas. Et que c'est ça qui la pousse à moi, essayer de comprendre l'humain d'une façon générale et voir un peu que ça n'est là-dessous. Mais je pense qu'elle n'est pas anodin, oui. Mais je pense qu'elle n'est pas anodin. Alors, nous revient un petit peu sur ce désir de raconter, justement. Donc, on découvre, à travers notamment les formations de l'UDIR, le racontage d'histoires. Est-ce que, il faut quand même quelques compétences, je suppose, et puis, le monde, il raconte pas d'histoires comme ça, quoi. Il faut vraiment captiver les gens. Comment on fait, vous? Oui, de monde, il raconte pas d'histoires comme ça, c'est vrai. Et moi, ce qui m'intéresse avant de faire cette formation, c'est que quand on va avoir un bon compteur, c'est comme vous savoir n'importe qui fait bien son affaire. On a toujours l'impression que c'est une affaire facile où ça va, et hop, ou on raconte, et tout le monde, parce qu'on dit, on rouvre de bouche, on raconte des histoires, tout le monde écoute.
Et après, on redécouvre la réalité. C'est pas on ouvre votre bouche, on raconte des histoires et tout le monde y écoute. Et il y en a un petit peu plus de technicité et tout ça là. Et c'est vrai que dans cette formation-là, on aborde déjà ça avec Banna. Et après, c'est comme pour tout, hein, plus on raconte, plus on apprend à raconter, plus on voit comment il faut faire, etc. Et voilà. À l'heure actuelle, on raconte les histoires des autres ou bien on écrit ou même ou de bons textes? Il y en a des textes, des histoires des autres que m'y reprend. Moi, comme t'es petit, mon famille l'avait acheté pour moi. Un affaire, il appelle conte 1001 contes. Et là-dedans, il y a encore des histoires que m'y essaye de réadapter, retraduire. Ce qui est génial avec le conte, c'est que c'est quelque chose de très universel. N'importe qui, peu importe où ça où habite, n'a bonnes affaires dans le conte, tout le monde y retrouve. Il y a vraiment non, même moi aussi, j'y arrive pas. Universel. Non, bref, vous avez compris que ça nous veut dire. On va dire. Voilà. Vous avez compris. La langue imaille. Et donc, du coup, donc on a des trucs, on reprend, on retraduit en créole, et de monde est sûr que ça y est, se passe la Réunion, il n'est pas possible autrement. Et puis, on a des histoires, grâce à mon papa aussi, que Mal a inventé, notamment des histoires par Pang. Je ne connais pas si ça l'a remarqué, mais à chaque fois, un poule et un papang, je ne sais pas si ça l'a vu que ça y est, se passe exactement. Ça a vu? Et bien, quand un poule y voit un papang, tout de suite, bonne poule, il s'acachette. Et la journée, quand la pointe papang dans le ciel, toute la journée, bonne poule, il gratte la terre. Est-ce que ça l'a fait une demande à Zod à cause ça y est, se passe? Et bien, à cause ça y est, se passe, mon papa l'explique à moi. Elle a écrit ces histoires-là qu'elle me raconte. Voilà, et si Domoni veut écouter, bien entendu, il vient voir où, tout simplement. Il peut. Alors, nous va revenir là-dessus, parce qu'effectivement, on est notamment au Théâtre sous les arbres, avec un spectacle qui s'appelle Capor, c'est le 12 travaux d'Hercule. On va parler de ça tout à l'heure. Mais avant tout, on a aussi une histoire de Vativien. C'est quoi un Vativien? Un Vativien, c'est un Mouni-Sava et puis ça, Liavien. Et là, c'est une histoire connue, hein, Liavi-Savabal. C'est dans la médiathèque, ça se trouve l'histoire Liavi-Savabal. Et au lieu d'appeler à Li juste lièvre, Li, dans mon histoire, il appelle Vativien. Et Vativien, c'est un lapin, un lièvre, et il aime danser. Et du coup, il aime aller bal. Il aime les balles. Très bien. Donc, Marie-Claude est avec nous aussi. Marie-Claude, donc, vous voit, on a quand même peut-être des voies à suivre. Alexandrine est partie sur le conte. Ou c'est plutôt l'écriture? Oui, on a écrit 7 livres à peu près. Depuis 2010, m'y écrit un. Moi, je commence par écrire L'Insensé. C'était une histoire de... En fin de compte, moi, mon champ de compétence, c'est plutôt la violence. Parce que moi, j'ai travaillé avec des enfants en difficulté dans les écoles primaires. Et après, moi, j'ai fait des études de psycho sur le tard. Je suis vraiment sur le tard. Hein. Et après, moi, j'ai été bénévole à la Rive, l'antenne réunionnaise de l'Institut de victimologie. Donc, on est retraité de l'éducation nationale. Ou tient aussi un blog qui s'appelle Femmes de Bout. Mais tiens plus trop le blog en ce moment parce que la bonne circulation de vous ne vient pas. Donc, on a abandonné. On a juste une page. J'ai écrit Allons causer 974 sur une page Facebook où, de temps en temps, m'y pousse un coup de gueule sur la politique, sur tout ce qui va pas dans le monde. En fait, moi, c'est pas une conteuse, contrairement à ma copine à côté. Moi, c'est pas une poétesse non plus, m'y écrit sur les faits de société. Oui. Donc, il arrive à moi d'écrire des chroniques dans les médias métropolitains réunionnais et pour moi-même. Mais ton sujet principal, c'est donc la violence, oui. Mais la violence sous toutes ses formes. Alors, oui. Tu as vu que cette semaine, il y a eu une réunion à la mairie qui parle de la violence, notamment la violence faite aux animaux. Et il a été dit que quand on fait une violence aux animaux, on est susceptible de faire des violences aux hommes. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Parce que un enfant, quand il maltraite un animal, c'est pas par hasard. C'est un enfant en souffrance et en difficulté. Et lui exprime son mal-être comme ça. Parce que sûrement, lui, il a vécu, où il vit, dans un climat de violence, où il respecte pas sa personne, sa personnalité. En fait, l'enfant ne fait que reproduire le même schéma que lui connaît quelque part. Donc, il faudrait vraiment, avant de, bien sûr, punir quoi. Non, il faut déjà comprendre pourquoi il fait ça. Alors,
on peut parler d'auteurs engagés, hein, déjà, comme Eric a dit, sur la lutte contre la maltraitance animale, mais aussi où il est engagé pour la préservation de l'environnement, pour la lutte contre les violences sexuelles aux enfants, pour la lutte contre le cancer aussi. On a vu à où courir à l'étang salé. Ah non, pas pour courir moi. Bon, parce que m'y dénonce ce business-là, le charity business. Et donc, sur les violences, effectivement, on a toute forme de violence. Nous avions accueilli il y a quelque temps Dominique Mas aussi, qui avait écrit un livre avec Jean-Pierre Combefort sur ces violences liées notamment aux violences faites aux femmes, aux enfants et puis éducatives. Donc, elle a dû expliquer ce que c'est que la violence éducative. Ordinaire, comme dit. Ordinaire. Et donc, tous ces livres, hein, depuis 2010, depuis ce premier roman, L'Insensé, publié chez Orphy, où raconte un petit peu avec les mots comment elle arrive à où le fait d'écrire, de mettre tout ça sur papier finalement, parce que bon, on a eu cette carrière et à la fin de la carrière on s'est dit bon ben là il faut quand même peut-être s'exprimer autrement, parce que bon, on a différentes manières de s'exprimer, donc là c'est l'occasion d'écrire tout ça. Ben t'as affaires pour dire, c'est pas par hasard que moi fait des études de psycho, c'est vrai que moi j'étais une enfant maltraitée, donc du coup on avait essayé de comprendre pourquoi. L'aîné sans papa en 1949 dans un village éclairé à la bougie et aux superstitions, on voit déjà là. Donc ça la force mon caractère, parce que ma maman était embêtement à l'école. Après-midi, bon, famille maltraitante, comment me s'en sort à ce moment-là que par les études. Donc je me suis accrochée aux études, je me dis je vais être la plus performante que tout le monde, comme ça je embêtera plus à moi, mes camarades. Et c'est de là qu'est parti le petit livre. On m'y raconte quelques épisodes de l'enfance, de l'adolescence, mais en fin de compte, c'est mon style un peu caustique, humoristique, pour faire passer les grandes douleurs, les grandes souffrances. Et après, quand on a fait mes études de psychologie, moi, je travaille avec les enfants toute la journée en difficulté, en réseau d'aide, avec les enseignants, me l'a retranscrit mon expérience professionnelle dans le deuxième livre que moi publié chez l'Harmattan, quand les mots manquent, la violence explose. Donc là, m'y raconte c'est quoi la violence chez l'enfant, c'est quoi la violence chez l'ado, tentative de suicide, sclarification, usage de drogue, toxique et tout pour combler le vide. Après, moi, on parle de la violence, un chapitre sur la violence chez l'adulte, notamment les violences familiales, intrafamiliales, viol, inceste, tout ça. Et après, on a trouvé un avocat, là, préface le livre, un avocat pénaliste. Et puis, moi, j'ai beaucoup suivre aussi les procès d'assises, par exemple. Moi, là, regarde 2-3 pour moi, à partir des coupures de presse, comme Petit liste d'amour, tout ça, moi, fait mon analyse. Bon, il vaut ce que ça vaut. Hein. Oui, c'est clair. Mais moi, là, essaye de faire une analyse clinique dans ce livre-là. Là, il y a eu un petit succès d'ailleurs. Et après, moi, continue à écrire. Là, mon train d'écrire, moi, là, écrit sur les violences sexuelles, notamment sur le viol des enfants, et les conséquences sur la vie adulte. Donc, moi, c'est une auteure militante engagée contre les violences. Et me milite avec des associations de métropole, notamment Muriel Salmona, que est spécialisée dans le psychotraumatisme. Et voilà, du coup, le dernier livre que je suis en train de retravailler, c'est la violence, mais romancé ce coup-ci. Donc, c'est tout, parce que avant, m'y écrivait. M'y faisait, par exemple, une vignette, m'y raconte l'histoire, comme Léa dit qu'elle va bien, m'y raconte l'histoire de Léa, et puis après, m'y fait mon analyse psychologique à côté. Les éditeurs, là, disent, ah, non, pas du tout, ça va pas. Donc, on te recommande plutôt de faire soit un livre technique, ou alors plutôt un roman. Voilà. Quand les mots manquent, c'était un ouvrage destiné au grand public, aux parents, aux enseignants, enfin, toute personne qui s'occupe des enfants en difficulté. Et là, il dit, m'a essayé de abandonne toute mon histoire de psychologie, la mémoire traumatique, la dissociation. On enlève tout ça et on essaye de suggérer, d'expliquer comment un enfant victime de violence à 6 ans, comment sa vie peut être transformée plus tard avec toujours de la violence à répétition, jusqu'à temps qu'il arrive à casser le cycle et avoir la résilience. Alors, on parle beaucoup actuellement d'inceste, avec notamment la sortie du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande. Et donc, effectivement, on parle beaucoup généralement des violences faites aux femmes, tout ça, mais il y a aussi ces violences faites aux enfants. Donc, comment on fait, on met le focus là-dessus, comment on fait pour sensibiliser les gens? Est-ce qu'il y a une culture de la violence?
dans nos sociétés, on a une culture de viol. Remarque bien, chaque fois qu'un enfant, une femme, un enfant, les victimes de viol, d'inceste, l'inceste c'est différent parce que ça se passe dans le milieu familial, c'est un huis clos. Mais à chaque fois, la parole de la victime n'est pas entendue. Elle est folle. Là, dans le cas de Camille Kouchner, c'est un déséquilibre mental. Elle ment et elle veut de l'argent. Donc la société elle est encore basée sur la culture du viol, à savoir que si on était violé, ou la rodé. Mais un enfant de 6 ans, il l'a rodé? C'est pas possible. Si je pouvais vous répondre. Moi, j'ai été violé. J'ai du mal à un cousin. J'avais, comme tout le monde, 7, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et arrivé à 14 ans par là, je me suis dit, si jamais de ton corps, à moins, il y en a, ou bien le vol, le viol, l'assassinat, tu l'enlèves là maintenant, tout de suite là. Et tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas en politique, tu ne crois plus en rien, personne, parce qu'il ne protège personne. J'avais ça, mais j'ai pas travaillé la musique, quoi que ce soit là-dessus, moi. Je me suis dit juste ça, j'avais 14 ans. Et dans mon village, Bois-Rouge, quelqu'un avait violé derrière moi, hein, un enfant, il lui a crasé la tête à coup de galet et tout le cinéma. Moi, j'étais là, ça m'est arrivé. Mais après, le côté hypocrite de la vie, j'entends les gens violer, violent aussi. Je comprends pas. Mais j'ai essayé de comprendre quand même, tout doucement. Je me suis dit, ça joue beaucoup avec la loi, avec la philosophie, avec toutes ces histoires-là, toutes ces choses-là. Oui. Serais-je ou ne serais-je pas? Est-ce que c'était lui ou est-ce que c'était pas lui? On donne la chance à chacun de pouvoir se cacher derrière un truc. On va violer, on est 7. Et on cherche qui a commencé, qui n'a pas commencé, qui a fait, qui n'a pas fait. Donc les gens, les fameux, à mon avis, hein, personnel, ils jouent avec ce truc. Au bout, à la loi, et on regarde tous les jours, hein, il y a des viols, les machins, ça ressort, on soigne, ça resoigne, ça reste toujours la même chose. Il n'y a pas de... Et puis c'est venu là-dessus, pour moi, un titre, Sublime Abîme. C'est-à-dire, tu sais, tes frères, si un jour vous avez un petit problème, là, pas besoin, vous même, vous êtes blasphème. Dites tes paroles en l'air. Pas besoin de coup de poing, même pas de revolver, juste la mise au point. Et redescends dans cette douceur, profondeur, qu'est le ventre de ta mère où jamais tu ne t'abîmes. Mais dites là-dessus, la pointe-la-zole là-dedans. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, tous mes problèmes, je pourrais les résoudre que dans le ventre de maman. Même si elle est décédée aujourd'hui encore, je suis toujours pareil. Je rentre dedans et je dis, je regarde pas le monde, c'est trop vil. C'est pour ça que je continue pas trop français. Il faut faire cause créole. Il faut ça mis bataille pour que mes petits frères, mes petites soeurs, quand ils arrivent à un truc comme ça, ouvrent la bouche tout de suite. Et c'est difficile à dire ça. Hein. Oui. Moi, je suis resté avec mon histoire, j'ai gardé, mais dans ma tête, je me suis dit, j'ai pas allé violer un enfant. C'est pas possible. Si moi, j'étais enfant violé, comment j'irais violer un enfant? À la limite, j'irais violer un adulte. Façon de parler, hein. C'est juste petite parenthèse. Et je n'avais pas compris ça. Je dis, c'est pas possible. Comment aujourd'hui, quelqu'un qui a été violé, il va violer? Je n'arrive pas à comprendre. Je me dis, il doit être en défense, défendre les autres. Et après, les violeurs, moi je pense qu'ils jouent sur les lois, la philosophie et tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qu'on nous dit, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors mesdames, vous qui avez fait des études de psychologie, comment répondre à la question de Galva? Comment arrêter les phénomènes de violence si effectivement il y a un phénomène de reproduction de la part de ceux qui ont eux-mêmes été atteints par des violences? Que peut-on faire pratiquement? Le constat est fait, il y a énormément de violence. Maintenant, que peut-on faire? Vous avez travaillé dans l'éducation nationale, vous travaillez à la MDPH, donc comment faire maintenant? Quels outils peut-on mettre en place pour pouvoir arrêter ce cercle infernal? Par exemple, quand on arrive aux assises, quand on arrive là-bas, parce que souvent le viol est correctionnalisé, on retrouve toujours dans le passé des violeurs qu'ils ont été victimes eux-mêmes. Ce qui veut dire que le problème, c'est de comment traiter les auteurs pour éviter qu'ils récidivent. Parce qu'un prédateur ne s'en prend pas à qu'une seule proie. Il s'en prend plusieurs. Jusqu'à temps qu'on l'arrête. Si on ne l'arrête pas, il continue. C'est une bombe à retardement, un prédateur sexuel. Hein. Et donc, il faudrait déjà entendre la parole des victimes et dire oui, on vous croit. Et essayer d'amener les auteurs à des soins. C'est pas voir un psychologue une fois tous les 15 jours ou tous les 3 mois. Il faut vraiment un suivi. Il faut qu'il prenne conscience de son acte. Tant qu'il n'a pas pris conscience, il reproduit le même scénario qu'il a connu. Moi, je crois à mon avis, hein,
Je pense qu'il prend conscience, il sait ce qu'il fait. Sauf que il y a la loi qui n'est pas pour moi. Il y a la loi qui n'est pas pesante. C'est-à-dire, on va le faire soigner, mais je suis désolé. Depuis que moi je suis né et que j'ai commencé à comprendre un peu la vie, les viols, ça reste toujours là. Les lois, c'est à la tête un peu du client, comme vous dites, hein, et on ne croit pas à la personne violée, et ainsi de suite. Donc celui qui viole, il fait, ça passe, tu peux le faire, tu peux continuer. Ah, ils ont l'impunité. C'est pour Oui, ça que c'est nous, ça. on se bagarre pour ça, pour qu'il n'y ait plus d'impunité. Voilà. C'est ça qu'au dit Marie-Claude, c'est que l'imprescriptibilité est une absolue nécessité en matière de viol de mineurs, notamment. Il n'y a pas rien que moi qui dit ça. C'est un de monde. Toutes les associations en métropole en train de batailler là, mais ils pensent que là, le gouvernement est en train d'étudier un projet de loi pour l'imprescriptibilité des crimes sexuels. Le problème aussi, c'est que c'est le système judiciaire, il dysfonctionne. C'est-à-dire que la plupart du temps, alors pour que le viol soit qualifié comme viol, il faut qu'il y ait contrainte, surprise, violence. Et si, alors que Zoti ignore que quand l'enfant ou l'adulte est violé, ou les en état de sidération, c'est-à-dire que, comme pendant les guerres, soit un bombardement, ou bien puis bouger, ou les là, ou les paralysés, scotchés, c'est comme si ou vivent la scène, mais ou les spectateurs, quoi. Hein. Oui. C'est ce que les victimes racontent après. Donc la loi, elle est mal foutue, les magistrats ne sont pas formés, par exemple les policiers, les gendarmes, ils n'arrêtent pas de nous dire, ouais, ils sont formés pour prendre les plaintes, les pas vrai du tout. La plupart du temps, les personnes victimes de viol, déjà, c'est un calvaire pour franchir la porte d'un commissariat, c'est dur, quoi, parce que les personnels n'est pas formé du tout. Dernièrement, un policier raconte-moi des trucs, me dit mais il n'est pas possible. Là. On est dans la 4e dimension, il n'est pas possible. Alors revenons un petit peu à ce premier roman, là, L'Insensé. Il parle un petit peu de ça aussi. Hein. C'est Loïse, un enfant illégitime, avec des carences et déficits, tout ça, etc. Quoi vous l'avez voulu raconter là-dedans? C'était au premier roman, hein, le premier livre en 2010. Mon histoire. Ton histoire. Un peu romancé, un peu. Moi, après quelques chapitres, un peu le chapitre de l'enfance, mais raconte un petit peu comment ça se passe la communion, les cyclones que moi m'y adorais et que la famille avait peur. Et il me raconte aussi la purge et les histoires il amène à moi chez le sorcier, quoi, parce que ma mère elle pensait que j'étais possédée du démon dès le berceau. Donc c'est un exorcisme, pas tout va. La plupart du temps c'était des charlatans. Donc me l'a trouvé intéressant. Comment l'a écrit L'œil des sorciers, mais trouve ce chapitre-là, mais trouvé plutôt bien écrit, parce que m'avait la trouille et donc me la raconte ce que m'a vécu, comment m'a grandi en solitaire et grâce à mon imaginaire, me l'a pu évadement de la réalité, il était un petit peu trop difficile. Et puis, je me raccroche à aux études. C'est comme ça que plus tard, je arrive jusqu'au DESS de psychologie. Alors, Alexandrine, où effectivement, on travaille aussi dans le domaine de la psychologie, tout ça, etc. On a souvent affaire à ce genre de violence là concernant les handicapés. Là aussi on aurait des choses à dire quand même. Aujourd'hui ça va pas faire le sujet là-dessus, mais juste un mot dans le travail que vous faites actuellement, est-ce que vous rencontrez des sujets justement très très difficiles à vivre par rapport aux violences ou par rapport aux violences faites aux handicapés par exemple? Oui, c'est vrai qu'après, effectivement, il y a pour de monde handicapé, par exemple, on y pense de monde handicapé qui prend le bus, par exemple, et que parfois d'autres familles gagnent plus laissent le bus parce qu'ils sont en situation de vulnérabilité, agressés dans le bus par bonne maman, et qu'après, nous voit des dossiers où ça gagne en autonomie, et puis du coup, ils perdent d'un coup en autonomie. C'est toute une cellule familiale qui est obligée de réorganiser parce que maman était prend le bus et puis il a été agressé par un cagnard, et voilà. Donc oui, c'est vrai que comme pour les mamas, soit les personnes en situation de handicap, c'est des publics en situation de vulnérabilité. Donc les thèmes qu'on aborde justement dans les contes les plutôt positifs, hein, généralement, est-ce qu'on a des thèmes visant justement à ce genre de sujet? Non. Moi, on a des thèmes, ils concernent plutôt les femmes, généralement, bien, bonne histoire à l'amour et puis bonne histoire d'animaux. Et puis, ce que j'aime aussi avec les contes, c'est que à chaque fois dans un conte, moi les contes qui parlent à moi et que j'ai envie de raconter de monde, c'est toujours celle où derrière, il y a un moment où il laisse à où avec un ah oui, où réfléchit un peu, où ça va pas comme ça quoi. Il fait à où un petit affaire, où il dit ah oui, c'est vrai, et moi là-dedans. Alors le public visé, notamment lorsqu'on raconte, c'est plutôt les enfants ou on a des contes aussi destinés aux adultes? Moi, je raconte des contes pour de jeunes publics à partir de 5 ans, 4-5 ans.
Et après, on a des contes, c'est pour les adultes. Après, les contes, c'est un peu comme les dessins animés. Il y en a des choses où raconte le maman, il va voir à son niveau ce qu'il est capable de capter. Et puis, il y a les adultes, il va voir à un autre niveau, par exemple, des choses qu'on a sous-entendues, des petites références qu'on a fait. Les mamans, ils passent à côté, mais ils gardent quand même les grandes lignes. Et quel genre de réaction peut avoir du public? Généralement, les enfants, ils adorent. Quand ils commencent à raconter d'histoire, effectivement, il est très attentif et beaucoup plus concentré, je suppose. Moi, cette millième, c'est quand on a les enfants, ils sont attentifs, ils sont allés à fond. Et quand ça te vient waouh à la fin, et que ça te dit les vrais. Et ça te demande à où, est-ce que les vrais vraiment, surtout la raconter, ou tu ne connais pas, et voilà. Donc ça, c'est Gaïa. Et puis cette millième aussi, c'est quand le moment, le papa, le grand-mère, le grand-sœur, ne connaît pas, il avait ni juste pour emmener son petit frère, entre guillemets, et que tu es assise, après il vient à où, il dit, oh, mais écoute toutes. Mais il dit, ben oui, il n'est pas rien que pour bonne maman, il y a bonnes histoires, les pour tout le monde, tout âge. Bon, écoute, nous reviens dans un petit instant, on va parler de Capor dans un petit instant, mais pour faire plaisir, nous va faire passer une petite pause avec notamment la chanson Ma Perrine. Ah. Tous les mercredis, Voyau Talent sur Capital. Voilà, c'était Ma Prine sur Capital FM 90.2. Elle est toujours dans l'émission Voyau Talent avec nos invités du jour, Marie-Claude Barbin, Alexandrine Savoury et Monsieur Galva. Alexandrine, nous revient un petit peu Ma Prine, bien entendu. Je pense à où encore, ou l'a vécu longtemps là-bas, ou bien t'es déjà vécu à l'époque? Était là-bas, non, on m'a vivre là-bas jusqu'à ce que m'en avait 11 ans. Et après, nous l'a déménagé. Donc, moi, m'en a des souvenirs de trucs rasés, de tout ça. Donc, après, nous avions parti voir et nous avons déménagé. Après, les habitants de Matrine a été déménagés au Verger. Oui, c'est ça. Et Audi, c'est un quartier sacrifié au nom de la modernité. Oui, j'aime bien cette expression et c'est vrai en même temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il y avait un impératif. Mais comme souvent d'ailleurs, aujourd'hui dans la société, il y a toujours cette espèce de balance entre des objectifs économiques que nous entendons totalement et puis derrière ça d'autres choses qui sont ça de la vie de monde que ça a changé de façon radicale et là-dedans du coup il y avait un impératif d'agrandir un aéroport et sur le passage il y avait de monter à pied. Alors aujourd'hui si vous voulez là c'est pour parler-nous un petit peu de Capor, hein. Nous avait reçu me rappelle Didier Bao dans quelques temps et parle-nous déjà un petit peu de ça mais très très intéressant comme concept. Donc 12, il appelle ça Capor. Déjà Capor en créole, il veut dire la force. Il veut dire Hercule en fait. Oui, il y a un monde Capor, il y a un monde dans la force, etc. Et donc en fait c'est un travail de traduction autour des 12 travaux d'Hercule. C'est Véronique Insta et Sully Andoche qui l'a fait de traduction. Et du coup en créole il appelle ça un trimage. Et donc Capor, il en a 12 trimages. Et il y en a à chaque fois 2 conteurs qui racontent un trimage, donc il dure 30-45 minutes, et il se passe là-bas au théâtre sous les arbres. Et là, nous l'avons fait 4 premiers, donc là, nous ça a continué avec les autres, le bon autres trimages, et nous doit recommencer le travail à partir de fin février, début mars. Voilà, nous rappelle notamment, on joue beaucoup avec Éric Laurette, il me semble. C'est le premier trimage, en fait, avec Éric Laurette, nous l'a débuté et nous l'a fait le premier trimage. Donc, c'est Capor et le lion de Nimée. Donc, c'est un chat-malion. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un chat-malion, c'est un peu comme un chat marron. Mais il est vraiment bandé, gros même. Et du coup, notre Capor est obligé d'aller combattre le chat-malion pour son premier trimage. Et nous l'a commencé avec Éric Laurette. Nous l'a joué... Après, il tourne, donc il commence avec le théâtre sous les arbres et après, il jouait aussi Saint-Joseph avec la compagnie Carambolage de Serge Grondin. Voilà. Donc, vous allez assez nombreux là-dedans et le concept, c'est 2 marathons, c'est ça, sur à peu près 2 ans, on va dire, et avec chaque mois un trimage. C'est ça. Travaux. En fait, c'est un rendez-vous régulier. Voilà, c'est un rendez-vous régulier au théâtre sous les arbres qui implique aussi, c'est ça que m'adore aussi dans ce projet-là, Bonne Marmaille, les bonnes écoles du port. Donc à chaque fois, il y a une introduction avec une école élémentaire. Donc les Gaïa ou Sabana Héros expliquent le contexte de qui ça il est, Capor, à cause ils doivent faire ce bon trimage-là. Et après, nous les conteurs, y intervient derrière. Et du coup, tous les mois, il y en a un. Et après, il est prévu que y en a 2 soirées où ça y fait toutes d'un coup, comme ça, de Mouniwa, le bande 12 trimages.
Alors, on nous rappelle que effectivement, on n'est pas tout seul. On a aussi donc Sully Andoche, Valérie Cross, Sergio Grondin, Daniel et Stéphane Waro, Véronique Insa, Eric Laurette et aussi Didier. M'a oublié personne. Non, là, on l'a pas oublié. Voilà. Donc c'est maintenant le prochain, les pour quand? Normalement, les pour fin mars, le Fin mars. prochain. Et après, ils continuaient en février, enfin en avril, mai. Et là, Benoît Thorne, il va y avoir bientôt l'entrée de saison d'ailleurs du théâtre sous les arbres, là, la semaine prochaine, je crois, ou la Oui. semaine d'après. Voilà, Alors, ça là sera annoncé. bien entendu, les contes, les quand même assez demandés, généralement les médiathèques, tout ça, etc. Il manque quand même peut-être un grand festival de contes. Manena des festivals de contes. Enfin, aujourd'hui, il y a encore un festival qui se fait là-bas dans le sud sauvage, qui aime bien le festival à Saint-Joseph, il appelle qui fait tous les 2 ans, pardon. Et du coup, Nana Sergio Grondin aussi, bon, c'est pas vraiment un festival, mais qui porte la belle parole et qui fait ça au Tampon, notamment, et à Saint-Joseph aussi. Et après, oui, c'est vrai que moi, ce qui est, ça me vient bien avec le conte, c'est que ce format, je ne m'y connais pas, c'est une impression après que Milena, on dirait qu'il ramène facilement à la culture. Souvent quand on dit de Moon à long théâtre, moi les réactions qu'on en a, c'est ah, c'est pas pour moi. Alors que allons regarder des histoires, on dirait que c'est plus pour moi. Ouais, et du coup quand on emmène Beaucoup déjà plus le populaire. premier pas Ouais. sur les histoires, après ça va dans d'autres pas, sur le théâtre, etc. En tout cas, nous avons hâte de voir ça, effectivement. Donc ce sera au théâtre sous les arbres en mars, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et ensuite, ça va circuler un petit peu partout dans l'île. Ça même. Galva, donc, me revient où effectivement, dans mon rêve éveillé, donc un matin où apprécie les plaisirs simples de la vie, la cuisine notamment, tire au gaïsonouk, ramasse la bagasse, Tout ça, fabrique voilà. le fourneau. Donc c'est un peu ça. Mais c'est mon vécu, ça, en fait. Oui. C'est ce que m'a vécu Bois-Rose. En réalité, c'était avec bagasse. Tu fais un fourneau, et puis là-dessus, il avait fait cuire manger, baigner, et tout là-dessus. Et ça reste dans mon tête. Mais après, franchement, c'est juste, voilà, voilà. Et on pense que vous êtes en train de vivre un rêve éveillé finalement, donc aujourd'hui, où on prend plaisir à vivre. Je vais pas mentir, ça fait longtemps que je suis dans un rêve éveillé, ça fait longtemps que je prends plaisir à vivre quand même. Mais ouais, ça va, ça passe, je suis content. Et le rêve éveillé, c'est en fait, dans la vie, on prend tellement de coups, on prend tellement de choses et on va s'appuyer sur des gens qu'on ne voit pas. Moi, c'est mon cas. Moi, je suis, comme dirait, ancestral. Tout ce qui m'arrive, je sais que je dois ça aux ancêtres. Donc, à partir de là, je vais vers eux quand j'ai un problème, quand j'ai besoin de quelque chose, je vais vers eux. Et dans mon rêve éveillé, ça fait seul à la terrasse de ma vie. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, en gros. Mais là-dedans, c'est un peu fabuleux, c'est un peu, je ne sais pas trop quoi, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots exacts. Je prie mes ancêtres, donc ils me donnent des paroles. Moi, j'ai pas été à l'école. Ils me donnent des choses. Je m'assois et j'ai un truc. Je fais comme ça quand je suis le matin. J'appelle l'âme, il est là. Envoyer les flots m'a nourri mon cerveau. Alors, Galva, on a eu l'occasion de faire une résidence d'artiste au Brûlé, où effectivement, tu nous avais fait le plaisir de parler de ce rêve éveillé, de l'autocar de ta vie. Est-ce que la souffrance que tu as vécue te nourrit actuellement pour pouvoir exprimer C'est exactement ça. C'est que si tu étais dans la joie tout le temps, je pense que les gens qui sont toujours dans la joie, dans la bonne chose, ils n'ont pas le temps de penser à autre chose. Moi, c'est ça, c'est exactement ça. Après, c'est la récompense aussi. Hein. C'est ce qui arrive, comment on dit, au retour. Mon rêve éveillé, c'est pas juste ça. Dedans, c'est la rencontre avec mes ancêtres. Je sais que c'est eux qui me guident, comme dans mes instants insolites. Je sais que c'est ma mère qui me guide les pas. Je sais que c'est ma pensée. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, je suis ancestral. Et après, comment expliquer ça, le rêve éveillé? Ça veut dire, je suis pratiquement toujours en train de rêver, en fait, tout le temps. L'autocar de ma vie, c'est quoi ça, il est exactement donc... C'est une vision de mes ancêtres dans un endroit. C'est pas forcément un autocar. C'est dans un endroit, ils sont dedans. Et ils me voient, moi, faire mon petit zouave, quoi, comme on dit. Il me dit, c'est très bien ce que tu fais là, c'est super bien. Tu fais ça pour nous, c'est super bien. Et ne lâche pas l'affaire, il faut continuer. Joue toutes les cartes que tu as, vas-y, balance le truc. En fait, c'est eux qui m'envoient ça pour moi. Parce que comme je vous dis, je n'ai pas été à l'école. Les mots qui arrivent, c'est des mots...
c'est vrai que ça va plus en français parce que j'ai envie aussi de toucher ailleurs que chez moi. Parce que si je me mets à parler créole entre nous, ça va rester là et ça va pas bouger. Ça va faire à moi à toi, à moi à toi. Et quoi il donne alors l'autre père Vas-y, de tu ma peux vie nous en dire quelques mots, Bon, mais bien devant le micro. dans mon rêve éveillé, seul, assis à la terrasse de ma vie, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Mais là, je vais le reprendre normalement, hein, parce que je l'ai un peu oublié. Bon. Dans mon rêve, c'est ça l'écriture. Hein. Dans mon rêve éveillé, seul à la terrasse de ma vie, je sais que votre regard sur ma vie m'importe peu. Oui, mais mon regard sur ma vie, cela me déporte, me transporte, m'emporte vers ma conviction, vers mes résolutions. C'est mon unique punition, ma remise en question. Dans mon rêve éveillé, seul, à la terrasse de ma vie, je veux savoir qui je suis, ce que je vaux. Dans mon rêve éveillé, souvent, je vois arriver cet autocar de vie, autocar de ma vie rempli des anges heureux. Et ces anges heureux sont remplis de beaucoup d'amour, beaucoup d'égards à mon égard. Ce sont les miens, les appels. Ils sont tous là avant que je m'égare. Et d'un geste de la main, il me faut comprendre qu'il ne faut pas que je lâche l'affaire. C'est ton affaire, m'ont-ils dit. C'est ainsi, c'est ta vie. Joue toutes tes cartes avant que tu ne t'écartes. Joue toutes tes cartes. Moi, je leur ai fait signe afin qu'ils puissent arrêter cet autocar de vie, mais en vain. L'autocar de ma vie s'en est allé. Et moi, je suis resté sur le quai. Dans mon rêve éveillé, le problème, c'est que tu as raison. Oui, il faut un accompagnement musical. Voilà, en tout cas, bravo, et Galvin. Et effectivement, on nous rappelle que tout ça n'est pas écrit. Hein, Non, c'est-à-dire que les là. Et c'est pas, comment dire ça. Là, c'est un peu la timidité. Je connais pas les gens. Tu me diras, oui, mais quand tu es sur scène, tu les connais pas. Mais je suis les yeux fermés, je les connais pas. C'est Tu es dans ton monde. C'est différent. Et je vais finir pour celui-là. État de lieu, mon bon. Ça, c'est important pour moi. État de lieu, mon bon. Même si au début, le voyage était forcé, organisé. Même si, j'aurais dit, n'y croit, vive voyage en toute liberté. Même si Banate croit que notre Dieu sera toujours bouché, nous donnons toujours raison. Nous l'est tellement imprégnés, mon bon. État de lieu, mon bon. Oui, mais Babylone, au clair de mon lune, la réunion, la réunion va sortir dans le fait noir. Babylone, ou prend un peu nous pour des prunes, nous la fin paye pour. État de lieu, mon bon. Écoute ça. C'est vrai que nous l'entourons de l'horizon. Mais faut plus faire passer nous pour couillons. Faut plus nous tourner en rond comme sous le pont d'Avignon. Faut nous danser dans le même danse. Faut nous tourner dans le même sens. Et au clair de notre lune, la réunion va sortir dans le fait noir. Babylone, il prend un peu nous pour des prunes. Nous la fin paye pour. État de lieu, mon bon. Ça, c'est une histoire de, voilà, nous sommes descendants d'esclaves. Je joue sur tout ça, hein, parce que l'esclavagisme, par exemple, moi, je ne suis pas un descendant d'esclaves. Moi, je suis un descendant des enfants courageux ou blancs colons. C'est différent. D'accord. Je ne suis pas un descendant d'esclaves. L'esclavagisme, pour moi, quand j'ai appris que c'était un mot, je me suis dit, je ne sors pas d'un mot. J'arrive pas d'un mot. Je suis du sang. J'ai du sang, j'ai de la chair, donc c'est un mot. Mettre quelqu'un en esclavagisme, je peux te le faire sur toi demain, te mettre en esclavagisme, mettre n'importe qui en esclavagisme. La Réunion, à moins de descendants d'esclaves, c'est ça mon travail en fait. J'ai envie de dire aux Réunionnais, nous ne sommes pas descendants d'esclaves, nous n'avons pas la religion imposée, c'est pas la mienne. Chacun a son histoire. Hein. Moi, la religion m'a été imposée, c'est pas ma religion. On m'appelle CAF, beaucoup ne savent pas ce que c'est un CAF, je l'ai dit la dernière fois, beaucoup ne savent pas ce que c'est un CAF. À la Réunion, mon petit caf malgassine ici là-bas. Il faut ouvrir les yeux, il faut aller plus loin, plus profond. Moi, faut malgasse, c'est malgasse, Ramatou, Ampela. Tu as beaucoup de gens qui partent de la Réunion, j'ai Madagascar, et ils reviennent avec toujours, tu sais, malgassine, les jolis. Tu vois, dans un pays chez quelqu'un, après on demande leur comment ça se passe. En fait, c'est ça mon rôle, hein, c'est ça que je veux. Voilà, dernière question, oui. Galva. Donc, les dés en sont jetés, vous pouvez dire nous un petit peu quelques mots là-dessus, oui. Exactement, très rapidement. Oui, vite fait. Les dés, c'est pas pourquoi ça vient dans ma tête. Dieu, diable. Le Dieu, le diable. Le bon Dieu, le diable. Mais je dis, mais pourquoi ils ne sont pas cassés la tête à dire peut-être diable s'appellerait autrement. Diable s'appellerait autrement que Dieu et Dieu s'appellerait autrement. Mais il n'y a que des dés partout. Discrimination, dés, affaires, machin chouette. Partout il y a des dés. Si vous regardez bien ce qui n'est pas bon, ça commence toujours par des dés. Et on est gouverné, beaucoup de monde le sait, pas par nos présidents de la République et tout ça, on est gouverné par des gens qui prêtent de l'argent au pays. C'est-à-dire ils sont 260 ou 300. C'est eux qui gèrent le monde et c'est eux qui nous disent priez mon Dieu. Moi je parle pour moi la Réunion, hein. Priez mon Dieu. Moi j'étais dans le... Voilà, priez mon Dieu. Mais de là où je viens, je ne le connaissais pas celui-là. Pas moi, mais j'ai dit, moi je marche avec mes ancêtres. Dans mes ancêtres, je ne le connaissais pas lui. Et après j'ai appris que le monde est noir à la base. Là aussi je fais...
Et quand je suis à la maison, comme je dis, je suis là. Pourquoi? Et là, ça vient ça. Les dés sont jetés depuis très longtemps. C'est pas les dés qu'on a là maintenant là. Le diable nous commande de regarder le Dieu. Mais quel Dieu? Leur Dieu. C'est pas le Dieu que nous on a, que tes parents vont t'apprendre. C'est le Dieu général. Il y a un Dieu général, il faut le regarder. Les gens, j'ai marqué un but, ils lèvent la main en haut. Mais en haut, il y a météorite, il y a étoile, il n'y a personne d'autre là-haut. Voilà, en tout cas, on a hâte de voir ça, peut-être sur scène, hein, Si, voilà, de toute façon, en termes d'écriture, effectivement. Pardon, excuse-moi, j'aurais besoin d'un négro. Alors, Marie-Claude, donc Galva disait, il faut rien lâcher, c'est un peu ça. Hein, donc, on a continué à écrire, hein, on arrête pas d'écrire. Hein, 2010, l'insensé. 2011, quand les mots me manquent, la violence explose. 2013, conflit de voisinage, une solution est-il possible? 2016, ras le sein, cancer, nous sommes des cobayes. 2018, l'enfant et le prédateur chez Amazon. 2019, Léa dit qu'elle va bien. Donc voilà, il n'y arrête plus où. Hein, donc, et sans compter les contributions sur différents sur sites. L'Express, Mediapart, donc voilà, on a écrit tout ça. Donc voilà, donc c'est une nouvelle carrière. Et là où on subit une transformation également parce qu'on passe de l'essai à la nouvelle finalement. Oui, ben disons, après ce que ça dit là, ce que Galva a dit avant moi, il est bien fat, mon bon texte. Non, parce que là, il est magnifique. Mais moi, j'avais des nouvelles dans un tiroir, c'est toujours à partir de faits vécus. Il me dit, un jour, il faut me publier, me la rodé. Après, finalement, moi, j'étais au salon Athéna, me la rencontre Zoara Valosson. Il a publié, comment il appelle son grande revue francophone là? Lettre de Lémurie. 3. Ouais, numéro 3. On m'a envoyé un texte, qui n'a point payé à son, parce que c'est une histoire de Mondéo, mais il sort dans les au moins. Donc, il a dit oui, ben les bons, il va publier. Après, là, le livre, le texte est sorti dans la revue. Tout de suite après, il m'a trouvé un éditeur aux oreilles. Il a dit, mon livre édite mon bonne nouvelle, mais il gagne pas code créole, donc il ne pourra pas corriger mon créole. Il va corriger juste le français. Donc, on m'a envoyé à lui les 6 nouvelles que voici là, hein, qu'il a été publié dans la foulée. Alors là-dedans, on a La Dilafé, Croasia Costa, Les Dos, des histoires drôles. Donc on passe vraiment d'un thème à l'autre, là, véritablement, c'est quelque chose de plus positif en tout cas. Oui, il n'a plus rien à voir avec le pathos, quoi. Mais là, j'ai voulu m'amuser. Oui. Et je me suis dit, comment? Mais ça écrit ça en créole, elle est en français. Oh là là, quelle écriture prend? Du coup, on a pris le K, le Z, W, mais il ne gagne pas, hein? Il ne gagne pas du tout. Donc, on l'a fait, quand on a moins, on essaye de suivre cette graphie-là jusqu'à la fin. Disons que là, on l'a fait à moi un peu plaisir, mais bon, apparemment, un journaliste n'intéresse pas autre. Alors, l'histoire se passe non seulement à La Réunion, mais aussi dans le monde entier, en Nouvelle-Calédonie, par exemple, en Australie. Ben, au détour de mes pérégrinations, ma partie, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, il arrive à moi une histoire là-bas sur l'île des Pins. Ben, il me dit, il faut m'y raconter, avec une chute, quoi. C'est une nouvelle avec une chute. Après, dans un Costa pareil, il arrive à nous des histoires à bord, enfin, il est un peu dramatique, mais il me dit, tiens, c'est bien de raconter. Et puis, où ça m'a écrit encore l'Australie? Ouais, l'Australie aussi. L'Australie où alors là-dedans, on parle un peu des défauts des Réunionnais dans la vie quotidienne, donc on l'a dit, l'a fait en général, donc c'est un peu ça. L'autre fois, quelqu'un me dit, ouais, elle a dit l'a fait, c'est pas terrible. Mais j'ai dit, mais non, c'est en l'honneur d'un petit coméa que les mortes, malheureusement, c'est une copine à moi. Elle adorait commérer. C'était comme un petit enfant entendre, quoi. Elle y arrive dans le chemin, elle lui dit, ah, bonjour. Comment on appelle? Ça va habiter? Combien d'enfants on en a? On voit tout le temps. Tu causes comme ça avec de Moon. Des fois, il y a 2-3 infos. Et puis, il recommence. En fin de compte, elle aime communiquer, quoi. Il me dit, non, c'est pas un truc méchant. C'est juste... mais il trouvait que c'était une comédie attachante. Voilà. Alors c'est là-dedans qu'on parle, hein, donc nouvelles de La Réunion et d'ailleurs, qu'on peut retrouver notamment dans toutes les bonnes librairies, normalement, ou bien avec vous-même, hein, vous voulez quelqu'un plutôt du port, de l'ouest, hein, du port, et notamment à travers notamment une galerie de portraits. Donc de qui on parle là-dedans en général? Donc ici dans Nouvelles, on parle de personnages, notamment quelques personnages. Oui, de personnages que moi l'a connu, que moi l'a côtoyé,
Et donc, en fin de compte, m'y écrit plutôt un style journalistique. Moi, un regard lucide depuis mon enfance sur les faits de société. Donc, m'y regarde les travers, m'y remettre les travers, m'y raconte les travers des gens, le côté positif, le côté négatif, mais sous forme plutôt caustique, humoristique. Ça passe mieux. Voilà. Donc c'est à retrouver un petit peu partout, nouvelles de La Réunion et d'ailleurs, donc de Marie-Claude Barbin, à retrouver dans les bonnes librairies. Merci d'avoir été avec nous. L'heure la fin passée, donc nous rend l'antenne. Il est midi. Merci Marie-Claude Barbin, merci Alexandrine Savoury, merci Monsieur Galva. Merci et Eric, au plaisir de vous trouver sur les scènes réunionnaises quand elles seront disponibles. Voilà. Moi c'est en espérant, croisant les doigts. Ah, c'était aussi Yanis Dépêche à la technique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Voyou Talent. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Capital FM. Il est midi. RFI, la radio du monde. Benoît Alméras. Et le deuxième procès en destitution de Donald Trump est ouvert depuis quelques heures devant le Sénat. L'ex-président américain est jugé pour incitation à l'insurrection après l'émeute du Capitole il y a un mois dans la capitale fédérale. Les avocats du milliardaire dénoncent un procès politique. Les sénateurs ont eux jugé que la procédure était conforme à la loi fondamentale américaine. Les États-Unis qui ont suspendu il y a une dizaine de jours, on le sait, leur vente d'armes vers l'Arabie Saoudite mais aussi